Voici la traduction du texte en français. L'officier Brian Cutler pensait pouvoir humilier une femme noire entrant dans son commissariat. Il ne savait pas quelle était la nouvelle chef de la police, et son silence n'était qu'un début. On pouvait le sentir avant même qu'elle ne dise un mot. La porte du département de police d'Eastwood grinça, s'ouvrant peu après midi, un jeudi. Il ne faisait pas chaud dehors, mais l'humidité était suffisante pour rendre les tempéraments vifs, le genre de journée où les petites choses prennent rapidement de l'ampleur. Elle entra, sereine et confiante, impeccable, vêtue d'un costume bleu marine sur mesure, de talons discrets, un dossier relié en cuir calé dans le pli de son bras. La quarantaine bien entamée, peut-être plus, difficile à dire. Elle avait des cheveux courts et naturels, des puces d'oreilles en or, et aucun insigne sur sa ceinture, juste une présence derrière le guichet d'accueil. L'officier Lyle Jacobs leva les yeux, puis les baissa rapidement, comme s'il ne savait pas trop quoi penser d'elle. Mais quelqu'un d'autre la remarqua aussi. L'officier Brian Cutler, debout près de la salle de pause, avait la moitié d'un café à la main et une mauvaise humeur bien ancrée. Cutler était au Eastwood PD depuis plus de 20 ans, un vétéran, non pas par sagesse. Il était juste trop bruyant, trop bien connecté, et trop méchant pour être mis de côté. C'était le genre de flic qui se moquait des formations sur la diversité et utilisait des expressions comme « certaines personnes ne respectent tout simplement pas l'insigne ». Il la fixa du regard, comme si elle n'avait pas sa place là. « Madame » aboya-t-il, assez fort pour que tout le hall l'entende. « Ceci est une zone d'accès restreint. Si vous êtes ici pour déposer une plainte, asseyez-vous. Quelqu'un s'occupera de vous. » Elle s'arrêta de marcher, sans broncher, restant immobile un instant, comme si elle évaluait l'endroit entier. « Je ne suis pas ici pour déposer une plainte, dit-elle, sa voix basse, calme, mais assez ferme pour faire plisser les yeux de Cutler. « Alors quoi » demanda-t-il. « Programme d'immersion ? Vous avez perdu vos clés de voiture ? Vous ne pouvez pas vous introduire ici comme ça. » Elle fit un lent pas en avant. « Je suis ici pour commencer ma première journée. » Cutler pencha la tête, visiblement amusé. « Première journée pour faire quoi » demanda-t-il avec un ricanement suffisant. « Nettoyer les sols ?» Quelques officiers ricanèrent derrière leurs écrans, incertains s'ils devaient rire, mais personne ne dit un mot pour l'arrêter. C'est alors qu'elle ouvrit son dossier et en sortit une simple enveloppe de couleur crème. « Je suis Denise Traylor, dit-elle, le regardant droit dans les yeux. Votre nouvelle chef de police. » C'était comme si l'on avait coupé le courant dans le bâtiment. Les rires cessèrent. Le téléphone du guichet continua de sonner, mais personne ne le décrocha. Jacob semblait sur le point de s'arrêter de respirer. Cutler la fixait comme s'il attendait une blague, mais il n'y en avait pas. « Chef, dit-il, s'approchant maintenant. » Le ton avait changé, il n'était plus amusé. Il la toisa de haut en bas comme si elle était un problème. « Ils ont laissé quelqu'un comme astérisque vous astérisque diriger ce département. » Voilà, ce petit accent dans sa voix. Tout le monde l'entendit, mais personne ne dit rien. C'était le genre de phrase qui n'avait pas besoin d'être expliquée. Elle était lourde de sens. Denise resta immobile, calme. Ses yeux ne quittèrent jamais les siens. « Vous feriez bien de repenser à la façon dont vous me parlez, dit-elle, car votre numéro d'insigne est déjà sur mon bureau. » Le visage de Cutler rougit, et d'un coup, il craqua. Peut-être était-ce de la colère, peut-être de l'incrédulité, ou peut-être quelque chose de plus profond qui attendait le bon moment pour exploser. Il se pencha et lui cracha au visage. Pas près d'elle, pas par terre, mais bien au visage. Un halètement retentit derrière le guichet. Jacobs laissa tomber son stylo. Quelqu'un à l'arrière murmura, « Il a vraiment. » Mais Denise ne cria pas. Elle ne riposta pas. Elle sortit calmement un mouchoir de son sac, essuya sa joue une fois, et dit, assez clairement pour que tout le bâtiment entende, « Vous venez de cracher sur l'officier le plus haut gradé de ce bâtiment, et toute la ville le saura. » Mais la pièce n'avait pas fini de tourner. Au moment où l'air devint statique, quelqu'un d'autre entra. Le chef adjoint Eric Lawson traversa le couloir latéral juste à temps pour voir Denise abaisser le mouchoir de son visage. Il ne parla pas tout de suite, il n'en avait pas besoin. Un seul regard à l'expression figée de Cutler et aux officiers stupéfaits autour du haut lui dit tout. Lawson n'était pas étranger aux conflits internes. Il avait été le chef par intérim d'Eastwood ces derniers mois pendant que le conseil municipal cherchait un nouveau chef permanent. Il était stable, observateur et apprécié par la base, mais même lui ne s'attendait pas à cela.
Cutler fit un demi-pas en arrière, soudain conscient de ce qu'il venait de faire, mais trop têtu pour s'excuser. Ses lèvres étaient serrées, et sa mâchoire contractée comme si elle pouvait se briser. La voix de Lawson brisa le silence. Cutler, dit-il, d'un ton plat et froid. Donnez-moi votre insigne et votre arme. Pas de cris, pas de sermon, juste 6 mots. Cutler cligna des yeux, incertain d'avoir bien entendu. Vous êtes sérieux? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie, répondit Lawson. Cutler regarda autour de lui, mais personne ne vint à sa défense. Même les officiers qui le soutenaient habituellement, des gars comme O'Rourke et Mendez, gardèrent les yeux rivés sur le sol. Personne ne voulait faire partie des retombées à venir. C'est ridicule, murmura Cutler. Vous allez juste croire son histoire? Il y a une vidéo, dit Lawson, désignant la caméra de sécurité fixée dans le coin. Il y a 10 témoins, et vous venez de cracher au visage de la chef de police. Pourtant, Cutler ne bougea pas. Alors Denise s'avança. Elle ne cria pas, elle ne posa pas. Elle le regarda droit dans les yeux et dit, « Vous pouvez soit suivre les ordres, soit je ferai en sorte que les affaires internes viennent vous chercher avant le coucher du soleil. C'est votre choix. » Sa voix était ferme, sans trembler, sans faiblir, juste de l'acier. Cutler resta là une seconde de plus, puis avec un soupir dramatique, passa la main sous sa chemise et détacha son insigne. Il frappa le comptoir d'accueil avec un bruit métallique. L'arme suivit, plus lentement, plus lourdement. Alors qu'il se tournait pour partir, Lawson ajouta, « Vous êtes en congé administratif en attente d'enquête. Ne revenez pas dans ce bâtiment. » Cutler marqua une pause à la porte. « Vous allez le regretter, dit-il, plus à lui-même qu'à quiconque. » Puis il disparut. La porte se referma derrière lui. Personne ne dit un mot pendant 30 secondes complètes, pas même une toux. Juste le bourdonnement des néons fluorescents et l'aboiement lointain d'une radio de répartiteur. Puis Denise ajusta sa veste, marcha calmement jusqu'au guichet d'accueil et regarda l'officier Jacobs. « Voudriez-vous bien me montrer la salle de conférence » demanda-t-elle. Jacobs, toujours les yeux écarquillés, hocha la tête rapidement et se leva si vite qu'il fit tomber sa chaise. « Oui, chef. Par ici. » Alors qu'elle le suivait dans le couloir, Lawson resta dans le hall. Ses yeux parcoururent les autres officiers toujours figés à leur bureau. « Vous avez tous vu ce qui vient de se passer, dit-il. Et je me fiche des opinions avec lesquelles vous êtes arrivés ce matin, mais si quelqu'un pense que ce que Cutler a fait était acceptable, ce serait le moment de vider votre casier. » Personne ne bougea. Il se retourna et suivit dans le couloir, laissant derrière lui une pièce qui se sentait soudain plus froide. Pendant ce temps, Denise entra dans la salle de conférence et posa son dossier sur la table. Elle s'assit et expira, non pas de stress, mais avec clarté. C'était comme si elle se préparait à ce genre de moment depuis des années. Elle n'était pas là pour faire de la figuration ou sourire pour un communiqué de presse. Elle était venue pour diriger, et si ces 5 premières minutes étaient une indication, elle n'était pas intéressée à attendre la permission pour le faire. Mais avant même qu'elle ne puisse finir de lire l'ordre du jour de sa première journée complète, le téléphone de la réception du bâtiment sonna, et au 3e tintement, l'histoire avait déjà commencé à fuiter. Cela commença petit, un seul tweet d'un compte anonyme. Un officier blanc crache au visage d'une femme noire au PD d'Eastwood. Il s'avère qu'elle est la nouvelle chef. Au début, personne en dehors d'Eastwood ne remarqua. Puis quelqu'un fit fuiter les images de sécurité, silencieuses, granuleuses, mais claires comme le jour. La femme en bleu marine, le geste de crachat, les visages choqués, et la sortie de Cutler. Pas d'audio, juste une preuve visuelle brute, suffisante pour allumer un incendie. En 1 heure, le tweet avait 12 000 partages. Au dîner, il était au journal télévisé local de 18h à Birmingham. Cette nuit-là, il était sur toutes les grandes chaînes, de CNN à Fox. Chef Denise Traylor, c'est ce que lisait le bandeau, agressé par un officier le premier jour au PD d'Eastwood. Son visage devint le titre, non pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce qu'un officier blanc lui avait craché au visage devant la caméra, en uniforme, à l'intérieur d'un bâtiment gouvernemental, et elle n'avait pas scié. Dans son bureau temporaire, Denise était assise face au chef adjoint Lawson, qui tenait son téléphone fermement en main. « C'est sorti, dit-il. C'est passé aux infos nationales. NBC veut une déclaration. La mairie demande si nous sommes prêts à en faire une. » Elle n'eut l'air ni surprise, juste pensive. « Laissez respirer pour l'instant, dit-elle.
S'ils veulent une déclaration, dites-leur que je parlerai demain à midi. Je l'écrirai moi-même. Lawson hocha la tête. Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas obligé d'être le visage de cette affaire, pas comme ça. Je le suis déjà, répondit-elle. La seule question est maintenant ce que j'en fais. Pendant ce temps, à travers la ville, Cutler était assis dans son garage, la télévision en sourdine, fixant les images en boucle. Le bouton de pause planait juste au moment où son crachat quittait sa bouche. Son téléphone était déjà plein d'appels manqués de journalistes, de collègues officiers, et de 3 numéros inconnus différents. Il ne décrocha pas. Sa femme avait quitté la maison 2 heures plus tôt, disant qu'elle avait besoin d'espace. Son fils adolescent lui envoya un message une fois, « Papa, qu'est-ce qui s'est passé ?» Pas de réponse. Il ne pensait pas que ça irait aussi loin. Jamais. Dans la rue, des gens se rassemblaient devant le commissariat. Pas beaucoup au début, 10, peut-être 15, tenant des pancartes, filmant les portes d'entrée. À minuit, ils étaient près de 50. Certains scandaient le nom de Traylor, d'autres restaient silencieux, leur présence en disait assez. Personne ne l'avait planifié, il n'y avait pas de dépliant. C'est juste arrivé. À l'intérieur de la station, les jeunes officiers se tenaient près des fenêtres et regardaient. Certains prenaient des photos, d'autres ne savaient pas quoi dire. L'officier Mendes s'appuya sur la vitre et murmura, « Ils vont brûler cet endroit si on ne se ressaisit pas. » Un jeune recrue, toujours dans le déni, dit, « C'est juste une réaction, les choses vont se calmer. » Mais même lui n'y croyait pas. Lawson se tourna vers Denise, toujours dans son bureau. « Vous avez 2 options demain, dit-il. Soit vous montez là-haut et dites que c'était personnel, isolé, non professionnel, soit vous dites ce que c'était vraiment. » Elle leva un sourcil. « Et que pensez-vous que c'était vraiment ?» Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il s'assit en face d'elle. « Je pense que Cutler a toujours été protégé, dit-il. Je pense que nous avons laissé passer trop de choses, et je pense que vous, debout là sans lever la main pendant qu'il vous faisait ça, fait de vous une plus grande leader que la plupart des hommes qui ont jamais porté cet uniforme. » Denise baissa les yeux vers ses notes, puis referma le dossier. « Je ne suis pas intéressée à faire un spectacle, dit-elle, mais je ne vais pas non plus agir comme si cela ne concernait que moi. » Elle se leva. « Demain à midi, salle de conférence. Faites installer un micro et faites savoir au bureau du maire que je n'ai pas besoin de script. » Mais alors que Lawson tendait la main vers son téléphone pour commencer à préparer la logistique, aucun d'eux ne réalisa combien de personnes se présenteraient pour entendre ce qu'elle avait à dire. Le lendemain matin, à 11h30, l'entrée du bâtiment municipal d'Eastwood ressemblait à l'entrée d'un palais de justice lors d'un scandale national. Des journalistes bordaient le trottoir. Des perches micros s'étendaient les unes sur les autres comme des cannes à pêche dans une foule. Les chaises pliantes se remplissaient vite, mais les gens continuaient d'arriver, habitants, membres du clergé, anciens policiers, étudiants tenant des pancartes peintes à la main avec des phrases comme « Nous vous voyons, chef » et « Le respect a aussi un uniforme ». À l'intérieur, la petite salle de presse du département était pleine à craquer. Des caméras d'au moins 6 chaînes nationales étaient en direct. Des fonctionnaires de la ville remplissaient le mur du fond en rangées rigides, y compris le maire Randall Blitt, qui semblait plus vouloir disparaître qu'être vu. Denise Traylor entra vêtue cette fois d'un tailleur gris anthracite. Pas de note en main, pas d'escorte de sécurité, juste elle-même. Elle se tint derrière le pupitre et marqua une pause de 10 secondes complète, laissant le silence faire son œuvre. Puis elle parla. « Je ne répéterai pas ce qui s'est passé. Vous avez tous vu la vidéo. Vous avez vu ce que l'officier Cutler a fait. Vous avez vu comment j'ai réagi. Et maintenant vous êtes ici parce que ce qui s'est passé ne concernait pas seulement un officier et une femme. » Elle se pencha légèrement en avant, captivant l'attention de la pièce comme un fil. Il s'agissait d'une culture. Une culture qui récompense le silence. Une culture qui traite le défi comme un manque de respect. Une culture qui oublie que l'uniforme ne vous rend pas honorable. Ce sont vos choix qui le font. Certains journalistes griffonnaient frénétiquement, d'autres se contentaient d'enregistrer. Soyons clairs, continua-t-elle. Je ne suis pas venu à Eastwood pour que les gens se sentent à l'aise. Je suis venu pour que ce département rende des comptes à sa population, à ses promesses et à son passé. Elle s'éloigna du micro, croisa les mains et ajouta, « Et je ne pars pas. » La salle éclata. Applaudissements à l'arrière, des flashs illuminèrent les murs. Quelques officiers assis près de la porte latérale n'applaudirent pas,
mais ils ne sortirent pas non plus. Dehors, la foule réagit instantanément, acclamations, chants, les gens levant leurs pancartes plus haut. En quelques minutes, des extraits de son discours envahirent Internet, TikTok, tweets, coupures d'actualité. Une vidéo, longue de seulement 45 secondes, avait plus de 2 millions de vues au coucher du soleil. Mais tandis que le public se ralliait à elle, quelque chose d'autre bouillonnait au sein du département. Une lettre non signée circula en ligne cette nuit-là. Elle apparut d'abord sur un blog local, puis fut reprise par un média régional. Prétendument écrite par des officiers inquiets du PD d'Eastwood, elle affirmait que Traylor avait divisé le département, que le comportement de Cutler était regrettable mais provoqué, et que le moral était en rapide déclin sous son style de leadership hostile. Pas de nom, pas de source, juste du venin. À minuit, quelques noms familiers du syndicat de la police commencèrent à exprimer des sentiments similaires sur la radio AM. L'ancien sergent Clint Rainer, retraité mais toujours influent, appela une émission locale et déclara « Il ne s'agit pas de race ou de genre. Il s'agit de quelqu'un qui entre dans une maison qu'il n'a pas construite et démolit les murs avant de demander pourquoi ils étaient là. » Le message était clair, Traylor avait des ennemis, certains discrets, d'autres organisés. Elle lut la lettre le lendemain matin d'une main ferme, sans même scier. Lawson jeta l'imprimé sur son bureau. « C'est une contre-attaque coordonnée, dit-il. Ils essaient de vous faire passer pour le problème. Ils préfèrent protéger leur honte plutôt que de la réparer, répondit-elle. Ce n'est pas nouveau. Mais la ville observe maintenant, dit-il. Chaque mouvement que nous faisons. Elle haussa légèrement les épaules. Tant mieux. Alors donnons-leur quelque chose qui vaille la peine d'être regardé. Mais si Denise restait calme sous la pression, quelque chose d'autre bouillonnait sous la surface, quelque chose d'enfoui dans le passé d'Eastwood qu'elle n'avait pas encore découvert. 2 jours après la conférence de presse, Denise Traylor était assise à la tête d'une longue table en chêne dans la salle de conférence principale du PD d'Eastwood. La porte avait été laissée ouverte exprès, symboliquement. Pour la première fois dans l'histoire du département, une femme noire dirigeait la réunion hebdomadaire des cadres, et le poids de ce moment n'échappa à personne. 15 officiers bordaient les 2 côtés de la table, certains en uniforme, d'autres en civil. Quelques-uns avaient travaillé dans le bâtiment pendant des décennies, d'autres venaient à peine de sortir de leur période probatoire. La plupart étaient silencieux. Denise regarda autour de la pièce. Avant de commencer, je tiens à dire quelque chose de très simple, dit-elle. Le respect n'est plus facultatif dans ce département. C'est la norme. Et cela inclut la façon dont nous traitons le public, les uns les autres, et l'insigne. Personne n'interrompit, mais plusieurs mâchoires se crispèrent. Elle tapota le dossier devant elle. La réunion d'aujourd'hui ne suivra pas la structure habituelle. J'ai lu tous les rapports de faute des 5 dernières années. Nous allons parler de ce qui a été ignoré, mal géré ou enterré. Une pause. Certains d'entre vous n'aimeront pas ça. C'est bien. Mais si le silence fonctionnait, je ne serais pas là. Le capitaine Drew Holston, un homme blanc aux larges épaules avec 30 ans de service dans le département, se pencha en avant. Avec tout le respect que je vous dois, chef, le moral est déjà bas. Les officiers craignent d'être jetés en pâture pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Denise hocha la tête. Alors ces officiers devraient accueillir favorablement la reddition de comptes. Cela protège ceux qui font bien leur travail. Holston se pencha en arrière dans sa chaise, ses yeux ne la quittant pas. De l'autre côté de la table, l'officier Rima Patel, une jeune officière indienne américaine affectée aux affaires internes, prit la parole pour la première fois. En fait, j'aimerais dire quelque chose, dit-elle, sa voix ferme mais mesurée. Nous avons eu des plaintes d'officières concernant des comportements hostiles dans les vestiaires. Certaines l'ont signalé au RH. Rien ne s'est passé. Ce n'est pas seulement un problème de morale, c'est un échec de leadership. La pièce changea d'atmosphère. Quelques têtes se tournèrent, d'autres baissèrent les yeux sur leurs notes. Traylor ne sourit pas, mais sa voix s'adoucit. Merci, officière Patel. Elle sortit une autre feuille. Selon ce document, 4 cas de faute impliquant l'officier Cutler ont été clos sans enquête formelle. L'un d'eux concernait un usage excessif de la force lors d'un contrôle routier sur un adolescent noir. Pourquoi ces affaires n'ont-elles pas été suivies? Personne ne répondit. Je vais rouvrir ces dossiers, dit-elle simplement, à partir de cette semaine. La pièce resta immobile. Elle continua. Je vais également émettre de nouveaux protocoles à l'échelle du département.
Toutes les images des caméras piétons doivent être soumises dans les 2 heures suivant toute interaction civile. Les plaintes doivent être accusées de réception dans les 24 heures. Et plus d'enquêtes internes traitées par des superviseurs de la même division. Quelques officiers échangèrent des regards. Et si quelqu'un a un problème avec ça, ajouta-t-elle, ma porte est ouverte. Mais ne confondez pas le désaccord avec l'obstruction. Ce sont 2 choses très différentes. La réunion s'est terminée au bout de 90 minutes. Pas de bavardage en sortant, pas de poignées de main, juste des pas silencieux et des visages indéchiffrables. Alors que Denise retournait à son bureau, Lawson se mit à son pas. Ça aurait pu être pire, dit-il d'un ton sec. Ça le sera, répondit-elle. Ils sont habitués à faire semblant que cet endroit n'est pas en ruine. Il s'arrêta dans le couloir. Vous savez que cela va faire de vous une cible. Je l'étais déjà, dit-elle. Maintenant, c'est juste au grand jour. Ils arrivèrent à sa porte, et juste avant qu'elle n'entre, Lawson demanda, qu'est-ce qui vous a amené ici? Vous auriez pu prendre des postes dans de plus grandes villes, des rôles plus sûrs, moins de conflits. Denise le regarda un instant. Parce que cet endroit me rappelle celui où j'ai grandi, dit-elle. Et personne n'est venu nous aider à l'époque. Je veux être la personne que j'aurais souhaité avoir. Mais alors qu'elle fermait sa porte et s'asseyait, elle ignorait que quelqu'un travaillait déjà en coulisses pour la démolir de l'intérieur du département. 3 jours après l'annonce des nouvelles réformes par Denise, une page Instagram anonyme est apparue. La photo de profil était une fine ligne bleue sur un fond noir. La biographie disait, pour les vrais hommes et femmes du PD d'Eastwood. Au début, cela semblait inoffensif, juste quelques vieilles photos, des blagues d'initiés, d'anciens clichés d'équipe. Mais à la fin de la journée, le ton a changé. Ils ont posté une photo de Cutler en uniforme, légendé, vétéran décoré évincé par la politique. Ce n'est pas la justice, c'est la vengeance. Le post a recueilli des centaines de likes en quelques heures. Les commentaires ont afflué, Cutler a toujours été juste. Les médias déforment la réalité. Cette chef est en train de déchirer ce qui était une fraternité. Il a fait une erreur, cela ne veut pas dire qu'il est raciste. Cette nuit-là, quelqu'un glissa une lettre dactylographiée sous la porte du bureau de Denise. Pas de signature, pas d'écriture manuscrite. Elle disait, nous savons ce que vous essayez de faire, mais vous n'avez pas votre place ici. Ce n'est pas votre combat. Elle l'a lu 2 fois, la plia en 2 et la glissa dans un dossier Kraft marqué menace. Lawson arriva quelques minutes plus tard, tenant une impression d'autre chose. Vous devez voir ça, dit-il, la posant sur son bureau. C'était un fil de conversation de groupe entre une douzaine d'officiers actuels. Des captures d'écran avaient été divulguées à un journaliste local. Un officier écrivait, elle a trompé toute la ville, mais nous savons ce qu'elle est. Un autre répondait, elle ne tiendra pas 6 mois. Continuez à sourire pour les caméras, chef. Et un autre, elle devrait être reconnaissante que Cutler n'ait pas fait plus. Traylor les lut tous silencieusement, sans expression, sans tressaillement. Ils ont peur, dit-elle finalement. Ce n'est pas de la force. C'est de la peur déguisée en confiance. Mais c'est organisé maintenant, dit Lawson. Ce n'est pas juste de la résistance passive. Il prépare le terrain, essayant de vous faire passer pour instable, source de discorde, incompétente. On m'a déjà traité de pire, dit-elle. Mais même en le disant, elle sentit le début de quelque chose qu'elle n'avait pas laissé entrer auparavant, l'épuisement. Le genre qui rampe derrière les yeux, non pas à cause du travail, mais à cause des murs construits pour l'arrêter. Plus tard dans l'après-midi, le syndicat a tenu sa propre conférence de presse. L'officier Clint Rainer, qui avait pris sa retraite 2 ans plus tôt mais restait profondément lié à la politique du département, se tenait au pupitre. Nous respectons la chaîne de commandement, commença-t-il, mais nous attendons aussi de nos dirigeants qu'ils nous respectent en retour. Le moral est au plus bas. Les officiers se sentent ciblés, non dirigés. Nous pensons que les politiques de la chef Traylor ont créé une atmosphère de peur, pas de réforme. Les journalistes ont demandé s'ils condamnaient les actions de Cutler. Nous ne soutenons pas ce qui s'est passé, a déclaré Rainer prudemment, mais nous ne pensons pas non plus que cela reflète qui il est en tant qu'homme ou en tant qu'officier. Un journaliste a demandé si le syndicat demanderait sa réintégration. Nous examinons toutes les options. Denise regardait la diffusion depuis son bureau, les bras croisés, l'expression impénétrable. Son téléphone vibrait de messages d'autres départements à travers le pays, certains offrant leur soutien, d'autres la mettant en garde contre ce qui allait arriver.
L'officier Patel frappa et entra. « Chef, nous venons de recevoir une information, dit-elle. Un ancien dossier des affaires internes liées à Cutler n'a jamais été officiellement clos. Un civil a affirmé avoir été menacé sous la menace d'une arme lors d'un contrôle routier il y a 3 ans. Des témoignages manquaient. Je pense que quelqu'un l'a enterré. Rouvrez-le, dit immédiatement Denise. Peu importe le temps que cela prendra. Et la fuite, demanda Patel. Laissez faire, répondit-elle. S'ils veulent une guerre, ils devront la mener à la lumière. Mais elle ignorait que quelqu'un à l'intérieur du commissariat avait déjà pris contact avec un avocat, quelqu'un prêt à parler avec plus que de simples captures d'écran, quelqu'un qui avait vécu l'histoire enfouie du PD d'Eastwood. L'email est arrivé dans la boîte de réception de Denise juste avant 6 heures. L'objet était simple, nous nous sommes déjà rencontrés. Je veux parler. En pièce jointe, une déposition sous serment numérisée, de 5 pages, signée par un homme nommé Terence Knowles. Le nom ne lui était pas familier au début, mais au 2e paragraphe, elle reconnut l'affaire. Terence avait été arrêté il y a 7 ans lors de ce que le PD d'Eastwood avait qualifié de contrôle routier de routine. Le rapport affirmait qu'il était hostile, refusait de se conformer et avait été trouvé avec des munitions non enregistrées. Il avait passé 1 an en prison de comté. Mais la déposition racontait une autre histoire. Selon Terence, l'officier Cutler et son partenaire l'avaient arrêté sur un tronçon rural de la County Road 51. Il rentrait chez lui après le dîner d'anniversaire de sa mère. Pas d'armes, pas de menaces, juste un feu arrière cassé. Il affirma que Cutler lui avait ordonné de sortir de la voiture, lui avait pointé une arme sur la tête et lui avait dit « Cette route a vu plus que sa part de problèmes enterrés ». Terence avait déposé une plainte le jour après sa libération. Elle n'avait jamais abouti. Denise se recula dans sa chaise, laissant les mots s'imprégner. Elle appela Lawson immédiatement. Trouvez ce rapport original. Je veux la vidéo embarquée, les images de la caméra piéton, le formulaire de plainte, tout. Lawson ne demanda même pas pourquoi. Donnez-moi 1 heure. À midi, Traylor avait tous les dossiers. Les images de la caméra embarquée avaient été mystérieusement endommagées lors du transfert. Le formulaire de plainte n'avait pas d'enquêteur à signer. Et le partenaire de Cutler à l'époque, l'officier 3 Bixley, avait pris sa retraite il y a seulement 2 mois. Elle décrocha le téléphone. Contactez Bixley. Je veux un entretien volontaire. S'il refuse, nous lui ferons une assignation à comparaître. 1 heure plus tard, Bixley était assis devant elle. Il avait la cinquantaine bien entamée, l'air fatigué, des yeux qui avaient trop vu et trop peu raconté. « Vous savez pourquoi je vous ai appelé, dit-elle. Il hocha lentement la tête. « Je ne cherche pas à nuire à qui que ce soit, continua-t-elle, mais je ne protégerai pas les mensonges. Cutler a-t-il menacé cet homme ?» Bixley regarda la table, prit une longue inspiration et dit « Oui ». Silence. Il dépassait toujours les bornes, continua Bixley, mais cette nuit-là, il a franchi la ligne. Il a mis le canon juste entre les yeux de ce gamin et lui a dit que s'il clignait des yeux de travers, il creuserait sa propre tombe. Et vous ne l'avez pas signalé? J'avais peur, dit Bixley, sa voix se brisant légèrement. À l'époque, si vous parliez, vous n'étiez pas seulement mis au ban, vous étiez ruiné. Il avait des amis jusqu'au sommet de la hiérarchie. Ils ont étouffé l'affaire. Ils l'ont toujours fait. Denise se pencha en avant, sa voix égale. Avez-vous quelque chose pour le prouver? Bixley fouilla dans sa poche et en sortit une clé USB usée. J'en ai gardé une copie de sauvegarde. Je ne pouvais pas vivre avec ça. La vidéo n'était pas longue, une image granuleuse de la caméra embarquée, sans son, mais elle montrait le moment exact où Cutler sortait, ouvrait la portière de la voiture de Terence, le tirait par le col et le forçait à se mettre à genoux. Aucune cause visible, aucune résistance. C'était accablant. À 16 heures, Denise a convoqué une conférence de presse. Pas de faste cette fois, juste une déclaration imprimée et un microphone. Nous avons rouvert plusieurs dossiers de faute impliquant l'ancien officier Cutler, a-t-elle annoncé. Des preuves ont été récupérées qui suggèrent un schéma de comportement précédemment ignoré par ce département. Cela prend fin maintenant. Elle ne nomma pas Bixley, elle ne nomma pas Terence, mais elle fit clairement comprendre que l'ère du secret était révolue. Plus tard dans la nuit, Terence Knowles l'appela directement. « Merci, dit-il. Je pensais que je devrais porter ça avec moi pour toujours. » Ce n'est plus le cas, répondit Denise. Plus maintenant. Pourtant,
tout le monde n'était pas prêt pour la vérité. Ce même soir, 2 officiers ont anonymement refusé des affectations pour le lendemain matin, citant le stress. Un détective principal a soumis une demande soudaine de congé médical. La tension au sein du département montait. Mais pour Denise, la mission était plus claire que jamais. Mais juste au moment où les murs commençaient à se fissurer, le conseil municipal a convoqué une audience spéciale, et tous les membres de ce panel ne voulaient pas que ces réformes se poursuivent. L'audience spéciale était prévue pour le lundi matin à la mairie. Officiellement, elle était appelée une session de supervision du département, mais tout le monde savait ce que c'était réellement, une scène politique, une occasion pour les membres du conseil de se distancier du feu ou d'y mettre de l'huile, selon leur position. Denise arriva tôt, vêtue d'un blazer vert forêt foncé et ne portant qu'un mince bloc-notes. Lawson marchait à ses côtés en silence. À l'extérieur du bâtiment, une foule de plus de 200 personnes s'était rassemblée, certaines acclamant, d'autres brandissant des pancartes l'accusant de démanteler la force. À l'intérieur, la chambre bourdonnait de murmures. La table du conseil s'étirait largement sur l'estrade, flanquée de microphones et de plaques nominatives. Parmi eux se trouvait la conseillère municipale Greta Long, qui avait publiquement soutenu la nomination de Traylor, et le conseiller Brad Holcomb, qui n'avait jamais caché son dédain pour ce qu'il appelait les recrutements de justice sociale. Traylor s'assit à la table des témoins. Elle ajusta le micro une fois et attendit. Holcomb se pencha en avant le premier. « Chef Traylor, dit-il, sa voix dégoulinant d'une hostilité polie. Depuis votre nomination, ce département a connu une augmentation des démissions, des réouvertures disciplinaires et des troubles publics. Pensez-vous que votre style de leadership a contribué à la déstabilisation du PD d'Eastwood ? » Denise ne scia pas. Si par déstabilisation vous entendez l'abandon d'une culture qui protège les fautes, alors oui, c'était le but. Des halètements dans la galerie. La mâchoire de Holcomb se serra, mais il la masqua avec un sourire narquois. Considérez-vous sage, continua-t-il, d'ouvrir des affaires vieilles de plusieurs décennies qui ont été légalement closes ? Elles ont été closes de manière procédurale, répondit-elle. Pas éthiquement. La conseillère municipale Long intervint. Chef Traylor, pouvez-vous clarifier ce que vous avez trouvé lors de votre examen des cas de faute ? Denise hocha la tête. Nous avons découvert des preuves qu'au moins 5 plaintes internes impliquant un usage excessif de la force et un comportement discriminatoire n'ont jamais été correctement enquêtées. Dans certains cas, des documents ont été retirés. Dans un cas, des séquences vidéo ont été intentionnellement altérées. Plus de murmures. Holcomb leva la main. Chef, suggérez-vous que vos prédécesseurs étaient impliqués dans une dissimulation ? Je ne suggère pas, dit-elle. Je l'affirme. Et les preuves seront transmises au bureau du procureur général de l'État. Cela fit taire la salle. Après la séance, les journalistes se sont rués sur la sortie. Denise a répondu à 2 questions, puis s'est écartée alors qu'un jeune homme s'approchait discrètement d'elle depuis la foule. Il avait l'air nerveux, tenant un dossier près de sa poitrine. « Je m'appelle Eliarand, dit-il. J'ai été officier ici, brièvement, en 2012. » Elle hocha la tête. « Continuez. »« Ils m'ont forcé à partir, dit-il. Ils ont dit que je n'étais pas un bon élément. Ce qu'ils voulaient dire, c'est que je parlais de ce que je voyais. J'avais tout noté à l'époque, date, nom, rapport qui avait disparu. J'ai tout gardé. » Il lui tendit le dossier, et pendant une fraction de seconde, ses yeux s'adoucirent. « Je ne pensais pas que quelqu'un s'en soucierait. Mais maintenant, peut-être. » Elle prit le dossier et le remercia. À l'intérieur se trouvaient des notes manuscrites, des copies de dossiers disciplinaires, et même une photo d'un tableau blanc de l'ancien vestiaire rempli de blagues racistes écrites au marqueur permanent. Cette nuit-là, Denise étala tout sur son bureau. C'était comme décoller du placo pour y découvrir des termites. Plus tard, elle et Lawson examinèrent le matériel ensemble. Cela ne fait pas que confirmer ce que nous avons trouvé, dit-il. Cela montre que c'était systémique, transmis, protégé. Nous ne pouvons pas réparer ce que nous ne voulons pas nommer, répondit Denise. Et dehors, la ville observait. La division grandissait. Sur les radios locales, les auditeurs débattaient si elle sauvait le département ou le détruisait. Les églises étaient divisées. Les entreprises locales choisissaient leur camp. Les professeurs de lycée discutaient de l'histoire en classe. Certains la qualifiaient de héroïne, d'autres de problème. Mais dans chaque recoin d'Eastwood, une chose était claire, il ne s'agissait pas seulement d'un officier crachant au visage de quelqu'un.
Il s'agissait de décennies de silence, et de ce qui se passait quand quelqu'un le brisait enfin. Mais le combat n'était pas encore terminé, car Cutler venait de prendre un avocat, et il était sur le point de faire un retour très public. Le hall du palais de justice était un mur de bruit. Des journalistes se bousculaient. Des flashs éclataient toutes les quelques secondes, et des spectateurs bordaient le couloir devant la salle d'audience 3B. L'officier Brian Cutler, rasé de près, en costume, et flanqué de son équipe juridique, traversa la foule avec une arrogance suffisante que l'on pouvait sentir. Il n'était pas menotté, il n'était même pas en retard. Il s'agissait d'une audience volontaire. Son avocat, Monroe Kell, l'avait demandé pour blanchir le nom de M. Cutler à la lumière des récentes attaques publiques contre son caractère. Mais le véritable objectif ? Organiser un retour en force. À l'intérieur de la salle d'audience, les bancs étaient bondés. Les caméras étaient interdites, mais les microphones étaient partout. La chef Denise Traylor était assise près de l'avant, pas encore à la barre des témoins, juste observant, calme comme jamais. La juge Mira Kellam présidait, connue pour son comportement sans fioriture et sa tendance à couper court aux théâtralités avec un verbe acéré. Quel commença, mon client n'est pas parfait, dit-il, debout avec assurance, mais il a donné plus de 2 décennies de service au PD d'Eastwood. Il est vilipendé sur la base d'un seul instant, sorti de son contexte et répété sans fin en ligne. Il montra une pile de papiers. Nous avons des lettres de soutien d'officiers, d'anciens superviseurs et de membres de la communauté. Nous avons l'intention de montrer que ce département s'est retourné contre les siens. Il fit une pause, puis se tourna vers Denise. Et nous pensons également que la chef Traylor a créé un environnement hostile et de représailles qui cible quiconque est en désaccord avec ses méthodes. La salle d'audience s'agita. La juge Kellum leva une main. Monsieur Kell, vous vous en tiendrez au fait, ou je mettrai fin à cette audience maintenant. Kell hocha la tête. Puis ce fut le tour de Denise. Elle s'avança sans note, sans théâtralité. Je ne suis pas ici pour détruire la carrière d'un homme, commença-t-elle. Je suis ici parce qu'un homme en uniforme m'a craché au visage alors que je portais le mien. Elle laissa cela résonner. Je n'ai pas intenté de procès. Je n'ai pas déposé de plainte pénale. Je n'ai pas divulgué la vidéo. Mais j'ai pris la décision que personne, quelles que soient ses années de service, ne peut agresser une autre personne et se cacher derrière un insigne. Elle regarda Cutler. Son comportement n'était pas hors de caractère. Il était cohérent. Cohérent avec d'anciennes plaintes, avec des preuves enterrées, avec des schémas que ce département a ignorés pendant bien trop longtemps. Puis elle regarda de nouveau la juge. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de savoir si la vérité compte plus que le confort. Un long silence s'ensuivit. L'expression de Cutler ne changea pas, il regardait droit devant lui comme s'il attendait que tout se dissipe. Mais alors, l'inattendu se produisit. Le tribunal autorisa le témoignage d'Elia Rand. Elia s'avança nerveusement, tenant son dossier usé. Sa voix craqua au début, mais il continua. J'ai rejoint le PD d'Eastwood en pensant que j'aiderais les gens. Mais une fois à l'intérieur, j'ai réalisé que quelque chose d'autre dirigeait cet endroit. J'ai vu des hommes comme Cutler humilier des civils, utiliser des insultes, détruire des images de caméras piétons. J'ai signalé ce que je pouvais. On m'a dit que j'étais trop sensible au point. Il leva une photo. Ceci a été affiché dans le vestiaire pendant 2 ans. Tout le monde le voyait. Personne ne l'a enlevé. Quand j'ai finalement dit quelque chose, mes horaires ont été changés, mes évaluations ont chuté, et j'ai été poussé dehors en quelques mois. La salle d'audience était silencieuse. Denise l'observait. Elle n'interrompit pas, n'hocha pas la tête, écouta simplement. Quand Elia s'assit, qu'elle tenta de rediriger, mais l'atmosphère avait changé. La juge Kellum prit finalement la parole. Ce n'est pas un procès, mais c'est un règlement de compte, dit-elle. Monsieur Cutler, bien que je ne puisse pas prononcer de peine criminelle aujourd'hui, je peux renvoyer ce dossier au Conseil de révision de l'État, et je le ferai. Le sourire narquois de Cutler avait disparu. À la fin de la séance, quelques officiers qui s'étaient présentés en soutien discret à Cutler s'éclipsèrent tôt. D'autres restèrent en arrière et passèrent devant Denise avec de brefs regards. Lawson la rejoignit près des marches à l'extérieur. « Vous avez tenu bon, dit-il. Je ne suis pas venu ici pour survivre, dit-elle. Je suis venu pour en finir. Mais ce qui suivit n'était pas un verdict. C'était le premier vrai vote pour le changement,
et il commença avec les gens à l'intérieur du département même. Une semaine après l'audience, un événement discret, mais profondément historique, s'est produit au sein du département de police d'Eastwood. Pour la première fois de son histoire, policiers, administrateurs et personnel civil ont été invités à voter ensemble, non pas sur le budget ou les salaires, mais sur un tout nouveau code de conduite applicable à l'ensemble du département. Denise l'avait entièrement élaboré seule, pas d'agence de relations publiques, pas de comité directeur, juste un recueil sincère d'attentes fondées sur le respect, la transparence et une police de proximité. Chaque membre du service serait invité à le signer, ou à choisir de se retirer. Ce n'était pas un ultimatum, c'était une limite claire, née de l'intégrité. Lors du dépouillement des bulletins de vote, le résultat était sans équivoque. Sur 127 employés, 91 ont signé immédiatement, 17 ont demandé des éclaircissements et 19 ont discrètement remis leur démission. Denise n'a fait aucun effort pour les relancer. Elle n'a proposé ni entretien de départ, ni discours d'adieu. Parfois, dit-elle à Lawson cet après-midi-là, le véritable nettoyage commence dès que la porte se referme derrière vous. Se déplaçant lentement et consciencieusement dans chaque aile du poste, Denise n'aboyait pas d'ordre, elle parlait. Au centre d'appel, elle s'agenouillait près des opérateurs, leur demandant quels outils et technologies ils avaient besoin pour mieux servir le public. Aux archives, elle écoutait les plaintes qu'ils étaient las de ranger, les histoires qu'ils avaient vues disparaître dans l'oubli. Dans la salle de patrouille, elle tira une chaise jusqu'au tableau d'affichage et regarda les jeunes agents dans les yeux. « Si jamais vous me voyez échouer, dit-elle, dites quelque chose. » L'agente Janie Park s'éclaircit la gorge. « La plupart d'entre nous voulons juste faire ce qui est juste, » admit-elle. Nous n'avions jamais imaginé à quoi cela ressemblait auparavant. Le sourire de Denise était doux mais résolu. « Eh bien, maintenant, vous le savez. » Au-delà des murs du poste, le changement prenait vie. Au début, c'était subtil, des excuses sincères à un commerçant noir qui avait subi un arrêt de travail truqué 5 ans plus tôt, le retour d'une jeune mère au conseil municipal, cette fois avec sa fille comme témoin. Bientôt, un groupe de lycéens invita Denise à Franklin High. Elle accepta et leur dit, le leadership ne consiste pas à être célébré, il s'agit de dire la vérité, même au prix fort. Ce n'était pas du goût de tous. Certains habitants râlaient dans leur café du matin, les animateurs de radio locales continuaient de relayer de vieilles doléances. Pourtant, même les critiques les plus acharnés ne pouvaient nier la transformation, Eastwood avait changé. Quant à Cutler, son dossier était désormais entre les mains de la commission d'examen de l'État. Il avait discrètement engagé un nouvel avocat et, selon la rumeur, avait emménagé chez son frère, 2 comtés plus loin. Son nom n'apparut que comme un rappel prudent de ce qui était autrefois resté incontesté. Un soir, Denise retourna à son bureau et trouva un petit colis non marqué qui l'attendait. À l'intérieur se trouvait un Polaroid granuleux, son père et son oncle, tous deux en uniforme, police de Birmingham, 1976. À côté se trouvait un post-it manuscrit, ils auraient été fiers. Continuez. Elle marqua une pause, calquant l'encre décolorée, et posa délicatement la photo sur son étagère. Plus tard, alors que le crépuscule tombait et que le commissariat se vidait, Denise s'assit à son bureau et commença à rédiger sa première note de service sous le nouveau code. Elle s'ouvrait simplement, ce badge ne signifie rien si nous craignons la vérité. Désormais, nous l'affronterons ensemble. Elle signa, sauvegarda le brouillon et se laissa aller en arrière, sachant pertinemment que le travail le plus dur et le plus honnête ne faisait que commencer. S'il y a une chose à retenir de l'histoire de Denise Traylor, c'est celle-ci, le pouvoir seul ne gagne pas le respect, mais le caractère. Et parfois, les bouleversements les plus radicaux surviennent discrètement, laissant une porte ouverte aux autres. Si vous lisez ceci et vous demandez si votre voix compte au travail, dans votre communauté ou dans un lieu silencieux, rappelez-vous, il suffit d'une seule personne pour changer le ton d'un espace entier. Soyez cette personne. Et si ces mots vous ont touché, abonnez-vous, vous ne voudrez pas manquer la suite.